Donc pour cette première table ronde intitulée Le bonheur dans la crise, j'ai le plaisir d'accueillir Michaël de Saint-Chéron qu'on ne présente plus, Fotinit Salikoglou, qui est romancière et psychologue, et Lisette Lombé, performeuse, poète, slameuse et militante. Et pour enchaîner dans une transition un peu douce avec ces deux conférences inaugurales, je me tourne vers vous, Michaël, parce que j'aimerais beaucoup que vous reveniez sur une idée qui m'a semblé très importante, où vous livrez en fait une lecture hétérodoxe de la chute, donc le péché originel d'Adam et Ève, qui aboutit à leur expulsion du paradis. Et vous dites qu'Adam et Ève auraient opté eux-mêmes pour cette solution, celle de croquer la pomme, ne trouvant pas le bonheur espéré dans ce monde du paradis. Donc je me demandais, le bonheur, même le plus parfait, serait-il toujours insatisfaisant, incomplet et fragile ? Donc, cher Ainoa, pour répondre à la question, c'est justement qu'il n'y avait pas de bonheur ni complet, ni parfait, ni satisfaisant, et qu'il n'y avait même peut-être pas de bonheur du tout. Parce que s'il y avait eu un bonheur dans le paradis terrestre, est-ce que Adam et Ève, dit-on, auraient été chercher de l'arbre défendu et auraient donc cédé à la tentation, comme on dit. Et d'ailleurs, ça plaît beaucoup aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, à tout le monde, qu'il y ait une faute originelle, une responsabilité originelle, un péché originel pour certains, pas pour d'autres, parce que ça annonce la révélation. S'il n'y avait eu aucune faute originelle, à quoi les religions serviraient? Donc, il était écrit, comme on dit en grec comme en français, il était une fois, il était écrit qu'il n'y avait pas de paradis perdu, qu'il n'y avait pas de Gan Eden, et que de toute éternité, Adam et Ève allaient désobéir parce qu'ils cherchaient le bonheur et qu'ils n'avaient pas le bonheur en eux, ni autour d'eux. Et déjà, même la création d'Adam a été très laborieuse, parce qu'il n'a été plus ou moins heureux un très court laps de temps le jour où Ève était à ses côtés. Et d'ailleurs, le mot hébreu qui signifie côte ou côté, la tradition judéo-chrétienne et surtout chrétienne a beaucoup dit qu'on avait enlevé une côte de l'homme pour faire naître la femme Ève. Mais il y a mon maître Lévinas, encore dont je reparle, lui il préférait dire que la femme a été créée à côté de l'homme et non pas d'une côte de l'homme. Donc c'était deux êtres totalement séparés. Et il y a un poète que j'aime beaucoup, français, Claude Vigée, qui disait, lui, que l'homme était incomplet, il y avait une incomplétude fondamentale dans l'être de l'homme, le mâle, si vous voulez, parce qu'on lui avait retiré une côte, alors que la femme, elle, était complète, parce qu'on ne lui a rien retiré du tout. Donc, de toute manière, il y a un déficit de bonheur chez l'homme absolu, et d'ailleurs, c'est l'homme qui a entraîné Ève à pécher, je crois. Donc pour moi, c'est entendu, il n'y avait pas de bonheur, de toute façon, ni total, ni définitif au paradis, et il n'y avait peut-être même pas de paradis du tout. Fotini, vous rejoignez Michaël sur cette question et vous dites que probablement que la béatitude ne correspond pas à notre psychisme, et vous aimez citer un vers de Leonard Cohen. Je vous laisse la parole. C'est moi qui vais le citer. Bon, mais je vais parler en grec de toute façon. Θα μιλήσω ελληνικά. Ακούγομαι. Oui. Nous avons fait un petit travail préalable avec Ainoa, un petit travail de préparation. Et donc, nous avons trouvé un chanteur qui nous plaît beaucoup, et surtout deux vers d'une des chansons qui conviennent absolument à ce thème dont nous traitons. On parle de Leonard Cohen. There is a crack in everywhere, and
That's how the light goes in. Il y a une fissure dans toute chose, et c'est par cette fissure, par cette faille, que la lumière passe. C'est par cette faille, donc par cette fissure, que nous avons cette lumière, dit la chanson de Leonard Cohen. Je vais m'arrêter à cette fissure, à cette faille, justement. Et Michael a parlé tout à l'heure du déficit, de l'incomplétude. Et je pense que c'est une belle introduction. Si nous oublions la fissure ou cette faille, nous oublions beaucoup de choses concernant le bonheur. On parle aujourd'hui de cet moment, de ce terme tellement fugace, tellement difficile à définir. Et plus nous parlons de cette notion de bonheur, c'est comme si elle s'échappait, qu'elle s'éloignait de notre horizon. De plus en plus on en parle, plus elle s'éloigne. Tu as mis beaucoup de choses dans ce mot, dit Alice de Lewis Carroll, à l'œuf, à Humpty Dumpty. Et la réponse saisissante qu'elle reçoit, qui est la suivante: lorsque je fais qu'un mot ait tellement de travail et tellement de choses à dire, je le paye très cher, dit-il. Et j'ai l'impression que ce mot, le mot bonheur, nous lui demandons beaucoup de choses, nous lui demandons d'énormément travailler. Et si nous le payons, parce que je pense que nous payons très cher cela, c'est surtout parce que ce mot, on l'a transformé, c'est devenu une sorte d'impératif, c'est devenu un devoir, c'est devenu une injonction, une sorte d'habit, de vêtement. C'est à cette image, un vêtement pour tous les temps, une sorte de bouclier avec ce vêtement du bonheur, cet habit du bonheur. Et nous voulons que cet habit nous protège de la canicule, nous protège de la grêle, nous protège du froid. Mais nous avons quand même oublié quelque chose que nous rappellent ces vers de Leonard Cohen. Nous avons oublié d'inclure dans la façon dont nous percevons le bonheur cette fissure, cette faille. Et si nous voulons la lumière, finalement, nous avons besoin de cette fissure. Mais nous l'avons oublié, nous avons exclu, et ça, c'est dans notre discours sur le bonheur, nous avons oublié tout ce qui rappelle la perte, le deuil, la douleur, la souffrance. Nous avons oublié le manque. Et je dirais même que le bonheur ainsi appréhendé, ainsi compris, c'est un bonheur handicapé, déficitaire, boiteux, je dirais. Et depuis de nombreuses années, il y a une sorte de, comment dire, je vais parler de René Char. Et j'ai été marquée par un vers de René Char qui dit « Nous n'avons qu'une ressource avec la mort, faire de l'art avant elle. » Nous n'avons donc qu'une ressource avec la mort, faire de l'art avant elle. Et je veux dire justement que cette phrase qui m'avait vraiment marquée, je la prononçais, je me trompais. Je faisais un lapsus, et involontairement bien sûr. Au lieu de dire « avec la mort », je pensais que le poète disait « contre la mort », pas « avec la mort ». Par conséquent, la phrase était différente. Ce qu'elle voulait dire « nous n'avons qu'une ressource contre la mort », c'est-à-dire faire de l'art avant elle, et non pas avec la mort. J'ai compris à quel point ce lapsus était important, cette faute était importante. En fait, j'ai fait ce que nous faisons tous, ce que fait toute la société, c'est-à-dire considérer la mort, le manque, la perte, non pas avec, comme un adversaire, mais il ne s'agit pas de redouter la mort, il s'agit de vivre en étant conscient de sa présence. Voilà ce que je crois. J'ai très peu de temps à ma disposition et je voudrais quand même dire que paradoxalement, la recherche, la quête du bonheur, si elle pose des problèmes, c'est que l'on se comporte comme on fuit, comme le diable fuit l'encens, on fuit la douleur du deuil. Il y a un mot d'Homère, homérique,
que peut-être que vous ne la connaissez pas. Ça s'appelle Nipenses. Nipenses. On ne la traduit pas facilement, ce mot. Cela veut dire ce qui soulage du deuil, c'est-à-dire ni, non, et pensos, qui est le deuil, le non-deuil, en fait, ce mot, Nipenses. Lorsque Télémaque cherche, après de nombreuses années, recherche son père, et il rencontre la belle Hélène, et à ce moment-là, il y a aussi Athéna avec lui. Et elle est très triste, très chagrinée, très peinée. À ce moment-là, la belle Hélène lui donne une plante, met une plante dans le vin qu'il boit. C'est le Nipenses, c'est-à-dire la plante qui soulage contre le deuil, qui chasse le chagrin, la peine, qui fait oublier la peine. Et la peine nous quitte. Nous sommes une société finalement nipenses, c'est-à-dire sans deuil. Nous avons cette façon de vivre sans le deuil. Mais le prix que l'on doit payer pour cette bonheurologie, permettez-moi ce mot, la bonheurologie, vole quelque chose à notre créativité parce que nous la comprenons de façon nipenses, par une théorie sans deuil, sans souffrance. Donc, quelques mots encore, parce que je sais que le temps presse. Je voudrais... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Happening. Je pense que cela est venu à point nommé parce que je parlais de mélancolie. Donc, je propose cette notion de la mélancolie rieuse. Hilar même, je dirais. Alors, on va, puisqu'il y a ce rire, on est arrivé à avoir un rire sans exclure, sans rejeter les dons de la mélancolie. Et quels sont ces dons? Mais sinon, si je peux arriver à les dire, quels sont ces dons de la mélancolie ou cet apport de la mélancolie, si c'est possible. Bon. Cher Fotini, continue. Alors, on a fini ou pas? Non, il peut... Je pense qu'il faut continuer. Hein. Allez-y. Bon, alors... Qu'est-ce qui se passe dans cette société où la mélancolie et le deuil? Je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le sentiment que le bonheur est à portée de la main. On peut le faire. Je pense que ça suffit, je crois, dit Fotini. C'est bon, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque je dis que le bonheur est entre nos mains, que lorsque je dis qu'on a besoin du manque pour ressentir ce bonheur, j'ai toujours à l'esprit pas un créateur célèbre, non pas un créateur célèbre, mais un bébé de 18 mois, qui vivait à Vienne. Il y a 2 siècles, au 19e siècle, et il avait un grand-père très célèbre qui a fait passer ce jeu dans l'histoire. Son grand-père s'appelait Freud.
L'enfant s'appelait Ernst et son jeu, c'était le jeu de la bobine. Qu'est-ce qu'il faisait donc, ce petit Ernst? Et qu'est-ce qui est resté dans mon esprit comme une sorte de figure emblématique de créateur? Il a 18 mois, ce bébé. Sa maman est partie. Elle est partie pour quelque temps. Et vous savez, chez les jeunes enfants, ce sentiment de peu de temps, le peu de temps, ça leur paraît pour toujours. Donc, il a le sentiment, ce bébé, que sa maman est partie pour toujours. Il pleure à gros sanglots. Il est extrêmement triste de l'absence. C'est le premier objet érotique de sa vie, sa mère. Et à un certain moment, il arrête de pleurer, ce bébé. Pourquoi? Parce qu'il a inventé un jeu. Il a de la chance parce qu'à cette époque, il n'y avait pas cette espèce d'avalanche de jeux tout près, de jouets tout près. Donc, l'imagination pouvait inventer ses propres jeux. Donc, il a pris une bobine, il l'a entourée d'une ficelle, il a fait une sorte de yo-yo. Et il a commencé à jeter cette bobine par terre en criant « forte ». Forte, qui en allemand veut dire « ah ». Elle est partie et après, il ramenait la ficelle avec la bobine. Il l'a ramenée vers lui. On cria « da, da ». Ah, voilà, elle est là. Forte, da, Et là, sous sa douleur, donc, s'atténue. Son visage est plus calme. Il arrête de pleurer, ce bébé. Et il a un regard plus vivant. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là avec ce forte da? Elle s'en va, elle revient. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bébé? Il a représenté l'absence de sa mère. C'est-à-dire qu'en effet, il a inventé, il a imaginé l'absence, il l'a évacué en l'élaborant, il l'a vidé de la charge du chagrin, du poids du chagrin, et au lieu d'être un objet de douleur, il est devenu un sujet de douleur. À nos yeux, donc, on peut imaginer ce mouvement, ce geste. Lorsque disait Noah, comment est-ce qu'on peut transformer la crise en occasion, en opportunité? Pensez à ce petit bébé. Il a fait justement il a renversé les choses. Il a vécu cette blessure de l'absence et il l'a changé, il l'a transfiguré en intervenant et à partir d'objets de souffrance, il est devenu un sujet. Ayons donc à l'esprit cette possibilité de transformation qui nous est donnée par notre discussion, notre élaboration avec le manque et avec l'absence. Et aussi, c'est un créateur dans un certain sens. Si on pense que la notion de créativité, c'est le fait de transformer l'abîme ou de donner une forme à notre identité, à notre être, à notre moi. Et je vais dire simplement cela et je vais m'arrêter. En préparant cette intervention, et je pensais à ce que j'allais vous dire sur ce sujet, je suis tombée sur une pensée de Virginia Woolf qui viennent de son journal. Et en effet, ces 3 lignes que je voudrais vous lire. C'est cette citation de Virginia Woolf. Je me demande, dit-elle dans son journal, je me demande toujours si je souhaite vraiment, et Virginia Woolf tombe dans certains moments de mélancolie, comme si elle plongeait dans un puits de mélancolie. Et qu'est-ce qu'elle dit sur ces instants et ces moments de mélancolie? Je me demande toujours si je souhaite vraiment éviter ces mélancolies. Je descends au fond, je tombe au fond du puits. Il n'y a rien qui me protège contre l'assaut de la vérité. Là en bas, je ne peux ni lire ni écrire. J'existe cependant. Cependant, j'existe. Je suis. Je suis. Comment donc ces images, ces moments apparaissent par rapport, comment est-ce qu'on peut les comparer à d'autres moments qui peuvent durer une vie entière, une vie où l'injonction est dépenser de l'argent que nous n'avons pas, afin d'acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, pour provoquer l'admiration chez des personnes que nous n'aimons pas.
Et là, certains insistent pour l'appeler bonheur, certains l'insistent pour faire cette confusion avec le mot bonheur. Je vous remercie. J'utilisais ce mot très joli de bonheurologie, et donc ça serait une société dans laquelle on nie le manque, et si on nie le manque, on empêche les gens de créer et de partir de là pour créer, mais aussi on les culpabilise beaucoup, parce que si jamais ils sont malheureux, ça serait de leur faute. Et Lisette Lombé, je me tourne vers vous à votre tour, parce que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle La magie du burn-out, où justement, vous êtes contre cette idée, et vous essayez de remettre cette souffrance dans un cadre plus large, celui d'une société tout entière. Oui. Bon, alors d'abord, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'en profite quand même pour remercier... donc moi, je suis belge d'origine congolaise, et donc j'en profite pour remercier donc, toute l'équipe de l'Institut français quand même pour la belle audace d'amener une artiste dans un panel plutôt philosophique, et l'ambassade de Belgique, évidemment, et Wallonie-Bruxelles International, qui m'ont permis de m'éclipser d'un colloque à Milan sur les littératures africaines pour être ici avec vous ce soir. Peut-être avant de répondre à ta question, redire sur cette question du bonheur. Moi, je suis une militante de terrain, entre autres choses, et donc nous, dans notre militance, la question du bonheur ne se pose pas. On ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas dans ce bonheur. On est très tiraillés, on est déchirés de part en part par l'injustice, et donc ça complique beaucoup nos nuits, et ça complique parfois aussi nos journées. La militance empêche cette forme de joie permanente. Mais néanmoins, nous sommes habités par une grande lucidité par rapport aux systèmes de domination qui sont à l'œuvre dans le monde, et nous sommes aussi animés par une grande espérance, à savoir que pour les générations futures, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, peut-être qu'on ne sera pas là. Moi j'ai 40 ans, donc c'est probablement pas pour moi, j'espère pour mes 3 enfants ou pour mes petits-enfants à venir, mais on est animé d'une grande espérance. Ça, c'est mon moteur quotidien, de la joie quotidienne, oui, parce que je suis poétesse, donc une aube, un coucher de soleil, un bourgeon, du pollen, du vent dans la nuque, ce sont des joies quotidiennes. La beauté du monde est là, ténue, la beauté est là, mais peut-être pas le bonheur. Nous, on a un sous-texte, donc ça veut dire que tant que on est sur plusieurs, on est dans la convergence des luttes. Donc sur la question du racisme, tant que moi je peux me présenter dans un système d'une administration et qu'on peut me tutoyer au lieu de me vouvoyer, et que ça peut être la même chose pour mes enfants, tant que je peux me balader dans la rue alors que je suis une citoyenne belge née en Belgique et que je peux me faire traiter de bamboula ou de sale négresse, il y a matière à lutte. Et il n'y a pas matière à bonheur. Sur les questions de sexisme, tant que je peux me balader dans la rue et me faire siffler comme un vieux clébard, il y a matière à lutte et il n'y a pas matière au bonheur. Et sur des questions d'anticapitalisme aussi, tant que moi je suis la femme devant vous, universitaire avec mes diplômes, et tant qu'à côté de moi j'ai des sœurs sans diplôme, des sœurs moins valides, des personnes pour qui même la question de manger une fois par jour se pose, ou la question d'avoir accès à l'eau potable, à l'enseignement se pose. Pour moi, il n'y a pas matière à bonheur, mais il y a matière à grande espérance et il y a matière à travail pas à pas. Et donc, du coup, ce soir, moi, je suis invitée pour vous parler d'une petite partie de mon travail qui concerne la thématique du burn-out. En 2015, moi, j'ai été victime d'un burn-out, donc je suis une travailleuse avec un CV, on dit la belle ligne droite de l'utérus de ma mère jusqu'à l'université. J'ai été enseignante, j'ai été formatrice, j'ai été job coach, je voyais bardé de diplômes. Mère de famille, et le burn-out, ça vous tombe dessus, donc contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les personnes qui sont pas résistantes au stress, ce ne sont pas des personnes qui sont des carotteuses, c'est justement des personnes qui sont très loyales à l'entreprise, qui sont très sensibles aux injonctions paradoxales au sein de l'entreprise, qui ont besoin de sens, qui s'investissent de manière démesurée, comme si cette entreprise leur appartenait, comme si cette association leur appartenait. Et en tant que travailleuse sociale, évidemment,
enseignants, nous, on est dans un créneau comme les infirmières, comme les AS, comme les psys, dans un créneau où les injonctions paradoxales jouent beaucoup dans ce mouvement de balancier avec des injonctions économiques et puis l'aide à la personne. Donc on peut avoir un sens siphonné dans notre action. C'est la même chose pour les enseignants dont j'ai fait partie pendant 7 ans, où on entre dans l'enseignement. Moi, j'étais prof de français. On entre dans l'enseignement avec un grand idéal. On revisite, on est Monsieur Keating dans le cercle des poètes disparus qui monte sur sa table. On pense qu'on va communiquer notre amour du français aux élèves, et puis le scénario se grippe dès qu'un élève ou tous les élèves disent qu'ils n'en ont absolument rien à foutre de cette matière, et on remet en question du coup toutes ces années d'université. La question du sens et du siphonnage du sens, elle est centrale dans la problématique du burn-out. Et dans le livre, en fait, le livre, il est couplé avec une conférence poétique. Le livre, ce sont des lettres. Ce sont des lettres qui invitent à la résilience. Ce sont un dialogue entre le lecteur, la lectrice et moi. Et c'est des invitations à refaire preuve de bienveillance, à se repardonner, à s'enlever ce sentiment de culpabilité. Et il y a une conférence qui est liée à ça, justement, pour ne pas que la question du burn-out reste une question individuelle, qui reste une question portée par une personne. Parce que dans une entreprise, quand sur un même poste de travail, une personne saute, que la personne qui la remplace saute, qu'elle-même a remplacé une personne qui saute, ou qu'il y a toute une série de collègues qui sautent aussi, ou qui tombent comme des mouches, il faut quand même se poser la question, non pas de la personnalité de la personne, de sa résistance au stress, mais replacer ça dans un contexte plus large. Et la conférence, elle aborde ces questions-là, elle nous interroge sur les questions de capitalisme, sur les questions avec une grille de lecture genrée, c'est-à-dire comment la santé mentale ne touche pas de la même manière les hommes et les femmes, et sur des questions aussi de racisme, parce que dans ma communauté d'origine, enfin en tout cas d'origine de mon père, la communauté congolaise, mais dans d'autres communautés aussi, on considère encore que le burn-out est une maladie de blanc. Et donc il y a une impossibilité, donc c'est-à-dire que la santé mentale serait un luxe de la société occidentale, et donc c'est une impossibilité pour toute une communauté de pouvoir, ne fût-ce que, comme ce qui se passe à Kinshasa par exemple pour le moment, où tout le monde a un GSM mais mange une fois par jour, il y a des personnes, des travailleurs, des travailleuses qui tombent comme des mouches, mais il n'y a pas encore ce mot burn-out sur ce qui se passe là-bas. Et donc le titre, La magie du burn-out, c'est pour ça. C'est un titre qui m'était soufflé par ma sœur et qui voulait simplement prendre un contre-pied. C'est-à-dire que dans cette course infernale où on trace, le burn-out, c'est un arrêt intransigeant du corps, donc il vous éjecte de votre trajectoire, votre ligne droite, votre course de travailleurs, de travailleuses, et il vous lance dans le bas-côté, il vous lance dans le fossé, il vous lance à l'égout, il vous lance dans le déclassement social, mais néanmoins dans ce lieu-là, ce lieu de déclassement social-là, on a parlé de fêlure, on a parlé de lumière. C'est peut-être dans ce lieu-là le moment où on a cette halte forcée, où on va récupérer du sens. On se pose et on va réinterroger quelque chose qui nous a échappé dans la course. Et pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'autres, l'art est là-bas. Et moi, comme je suis poétesse, c'est la poésie, ce sont les mots, c'est comment on peut réinjecter du sens dans ce non-sens. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous entendez par résilience, parce que c'est peut-être pas un terme que tout le monde connaît ici. Alors moi, je ne vais pas vous faire une définition psychanalytique du dictionnaire. Simplement, je vous prends toujours des cas concrets. Donc moi, j'accompagne des personnes qui vivent des situations très difficiles, des personnes. Donc on m'appelle pour faire des ateliers de slam, de poésie, de confiance en soi, toujours dans des lieux où il y a des besoins d'expression très urgents. Et donc j'ai devant moi des personnes, par exemple, qui ont été excisées. J'ai des groupes de personnes schizophrènes. J'ai des groupes de personnes qui sont jeunes adolescents, doivent faire leur coming out et sont sur des questions plutôt de vie ou de mort. Est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas par rapport à mon orientation sexuelle. Donc c'est des situations toujours difficiles, des situations de burn-out, donc des personnes qui sont complètement cramées de l'intérieur et pour qui la question de la survie même s'est posée. Donc des personnes crevées d'absence de sens. Et ces personnes-là,
par X et X moyens, parfois des moyens, des aides psychologiques, psychanalytiques, des aides psy, du coaching, peu importe la porte d'entrée. Ces personnes-là, à un moment donné, vont retrouver un peu de sens, vont redonner un peu, faire une espèce de renaissance, revenir à la vie d'une manière ou d'une autre. Et nous, la particularité là, dans cette approche-là, c'est que c'est jamais individuel. Moi, je vois pas les gens tête à tête, je vois les gens dans des groupes. Et donc, il y a une espèce de renaissance commune. Il y a une volonté de regrandir ensemble, de réinjecter du sens de manière collective, essayer de comprendre, de co-construire un nouveau sens et avoir une compréhension de ce qui s'est passé, pas à titre individuel, mais à titre collectif. Et pour moi, la résilience, elle est liée à ce mot aussi collectif, c'est-à-dire comment de manière, comment en groupe, on comprend ce qui nous est arrivé et nous, on prend la métaphore du relais en fait sur cette question de burn-out et on se dit on l'inverse, le relais c'est toujours vers l'avant, là il y a quelqu'un qui court pour donner vers l'avant et nous c'est aussi vers l'arrière, donc on s'arrête. Aujourd'hui les personnes qui sont dans les groupes, chaque fois que ce que je leur dis c'est que aujourd'hui il y a des personnes qui sont diagnostiquées en burn-out, qui sont voilà, proches de l'état létal, même symboliquement, et on est déjà un peu plus loin sur le chemin. Donc il y a quelque chose à tendre derrière, il y a quelque chose à tendre devant. Mais on avance. Et pour moi, la résilience, c'est cette image du chemin sur lequel on avance et on n'est pas seul. Je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dit et peut-être à nouveau redistribuer la parole sur le fait qu'il n'y a pas que le militantisme ne se pose pas la question du bonheur. Et je voudrais peut-être aller plus loin encore et me demander, parce qu'il y a 2 sociologues qui ont écrit un livre qui s'appelle Apicratie, dans lequel ils expliquent que en fait, la notion de bonheur a été complètement est utilisée comme une sorte de pouvoir par les forces politiques et les forces économiques, et c'est devenu une valeur économique parmi d'autres. Donc on vend des antidépresseurs, etc. Et je me demandais si c'était possible finalement que le bonheur soit un frein à la mobilisation sociale. Et peut-être que vous vous souvenez de cette obligation de bonheur et comment est-ce que cela peut être une mesure, une façon d'exercer une pression. C'était quelque chose qui, moi, m'a marqué en tout cas. Vous vous souvenez peut-être une directrice d'une grande entreprise qui obligeait son personnel et ses employés non pas d'être heureux, mais de sembler, de paraître heureux, de sourire, de rire. Et il y avait certaines personnes qui faisaient différents tests. Des tests, ils faisaient semblant d'être des clients de cette entreprise pour voir s'il y avait vraiment le sourire chez le personnel, le sourire du bonheur sur leur visage, cette espèce de masque souriant. Ce masque sourire, ce sourire masque peut-être, incarne, je ne sais pas si tu seras d'accord, incarne ce que veulent dire ceux qui ont parlé de l'apicratie. C'est un psychologue et un sociologue. C'est un livre, l'apicratie, qui remet en doute cette demande de bonheur, cette quête de bonheur telle qu'on la pose aujourd'hui. Et il se demande aussi, il dit qu'il y a des sortes de déformations et de malentendus. Et la façon dont on recherche le bonheur se prête à ces malentendus et menace ce qui pourrait être véritablement le bonheur. Et en tout état de cause, cela ne change pas l'assujettissement de l'homme de toute façon. Et comme l'a dit Enoa à juste titre, si l'on n'est pas bien dans cet excès de psychologie positiviste,
chacun d'entre nous peut être bien, mais s'il n'est pas bien, s'il n'est pas heureux, s'il ne se sent pas heureux, tout simplement, c'est sa faute, parce que c'est lui-même qui n'a pas fait suffisamment d'efforts, c'est lui qui n'a pas fait les actions qu'il aurait dû faire. Donc, il y a tout un système qui est mis entre parenthèses. Et la seule chose qui est à l'avant-scène, c'est le pauvre et malheureux sujet avec ses quelques capacités dont il dispose. Et très souvent, il se responsabilise et il se sent coupable pour tout ce qui peut lui survenir. La perte de son travail, la dépression, la séparation avec son compagnon ou sa compagne, ses chagrins d'amour. Pour tout cela, c'est sa faute à lui qui n'a pas pu les éviter. Donc, c'est une sorte de toute-puissance, un sentiment de toute-puissance qui plane ou qui sous-tend tout cela. Et la nouvelle forme, alors qu'à l'époque de Freud, la névrose, c'était la forme prédominante de troubles psychiques. La névrose, alors qu'aujourd'hui, nous avons la dépression. La dépression a une époque où on a l'illusion, on a l'impression que tout est possible. Malheureusement, on est confronté à soi-même et l'on peut évaluer son insuffisance. On est passé de la période de la culpabilité, des interdits, à une époque où il n'y a plus de règles d'interdiction bien agencées. On a l'impression d'être totalement libre, alors qu'en réalité, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est une non-liberté qui existe, une non-liberté, non pas une vraie liberté. Et c'est une des contradictions, un des paradoxes de notre époque. Finalement, je pense que nous ne sommes pas faits, comme le dit Shakespeare, de la matière du rêve, mais des contradictions. Nous sommes faits de contradictions. Ces contradictions qui, à notre époque, sont de plus en plus flagrantes, sont de plus en plus difficiles et douloureuses et difficiles à gérer. Michael de Saint-Chéron, est-ce que vous voulez intervenir? Je partage beaucoup tout ce que vient de dire Fotini, et c'est vrai qu'au lieu d'être dans le bonheur, on est dans l'esclavage d'un soi-disant bonheur. Et en France, il y a en ce moment le fameux procès de l'ancien PDG de France Télécom qui est devenu Orange, où il y a en l'espace de 3 ou 4 mois 14 personnes qui se sont suicidées. Et il y a eu une dizaine d'autres personnes en tentative de suicide. Mais je voudrais rebondir, donc je partage complètement ce que vous venez de dire, et je partage quelque chose de très fort de ce qu'a dit Lisette Lombé, qui rejoint, enfin de très peu, et ce que vous avez dit est tout à fait tellement percutant, sur la dynamique collective. Ça m'a fait réfléchir à la question que je posais dans mon propos tout à l'heure. Peut-on être heureux seul, c'est-à-dire peut-on se reconstruire finalement vers le bonheur, vers l'espoir, vers l'espérance, vers le seul? Et donc vous avez répondu que de votre point de vue, c'était collectif, que sans l'autre, et ça rejoint complètement la philosophie de mon maître, toujours Lévinas, qui dit que sans l'autre, on ne peut rien. Que c'est à travers l'autre, il dit même pas à travers l'autre, je suis, il dit je dois tout à l'autre et je suis responsable infiniment de l'autre. Mais vous dites quelque chose de très juste, effectivement, qu'il n'y a de reconstruction qu'à travers une dynamique collective, plus qu'à travers une dynamique solitaire finalement, sauf si j'ai mal compris. Lisette, vous voulez... je vous laisse le mot de la fin. Non, c'est ça. Et... nous, on dit, notre résumé, on dit pas d'épanouissement individuel sans émancipation collective. Cette articulation ou cette espèce de vase communicant de sens. Mais est-ce que moi, je peux le traduire en poème? Avec plaisir. Okay. Alors, c'est du slam. C'est pas
Nous, les slameurs, nous faisons partie de la famille de la poésie, mais qu'on appelle performée. Donc, en fait, le slam, c'est une forme de poésie qui a été inventée dans les années 80 par Mark Smith aux États-Unis. Et l'idée, c'était de sortir du livre et de ramener la littérature vers les arts de la scène. Donc, on se dit écrivain, on se dit autrice, mais à un moment donné, on va étudier notre poème et on vient le dire sur la scène. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos ateliers avec les personnes, c'est qu'elles puissent traduire leur souffrance, qu'elles puissent traduire ce qu'elles vivent en poème. Donc se détacher du témoignage et aller vers un travail de langue, de métaphore, de comparaison, pour pouvoir donner une dimension supplémentaire à l'expérience qu'elles ont faite, et surtout pour que leur expérience soit entendable et partageable avec justement ce collectif, que ça ne reste pas... Donc c'est la différence avec de la thérapie. Voilà. Plus jamais. Alors, je vais peut-être me lever parce que c'est difficile de... En fait, on n'est jamais assis quand on fait notre poésie. Donc, je m'excuse. Plus jamais. Plus jamais je ne laisserai un employeur me traiter d'éponge. Une éponge, c'est un morceau de foie, ivronnier de souffrance. Ce sont 6 lettres, détrempées et malsonnantes, qui bavent sur les dentelles de mon métal croquant. Plus jamais je ne laisserai une petite chef, oiseau marécageur, dénigrer mes atours de poétesse, m'évaluer d'un regard borgne, tapi dans sa volaille, et glousser dans ses entrefilets à la fonte de mon estime. C'est comme ça. Depuis ce matin, chacun de mes gestes a pris une tournure vitale. Vital que je me barre au plus vite de ce bureau. Vital que je me débarrasse de cette collerette bouffante, bluffante, étouffante de salarié modèle. Vital que je cesse de mensonger, de m'irrespecter, de m'épouvantailler en vain. Je ne veux pas crever. Je ne veux pas crever. En derviche mécanique, cloué à une danse de fourmis. Je veux redevenir moi. Je veux redevenir moi. Souffle, sève, braise, liquide précieux murmuré à la petite cuillère. Je veux redevenir moi, comme avant la torpeur, avant l'aigreur, avant la toute première machine à écrire, confisquée sous prétexte de textes jugés trop déplacés, avant les notes de l'instituteur, la peur de mal dire, de mal lire, de mal écrire, avant les lectures imposées, l'ennui, ce terrible ennui, et l'étroitesse de ces chemins bordés de normes, et cette timidité maladive, et cette angoisse de la page blanche qui ne désempiront plus durant d'interminables, inextricables années. Je veux redevenir moi. Je veux redevenir moi. Parce que moi, c'est nous. Redevenir moi. Redevenir nous. Redevenir moi. Redevenir nous. Entendez, sœurs travailleuses. Entendez, frères travailleurs. L'heure de la révolte des pelages rampants gronde, gronde, gronde. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 et je laisse le micro à la salle si jamais il y a des questions. Eh ben, merci beaucoup. On va faire une courte pause et on se retrouve d'ici 5 minutes.